J'ai 83 ans et 6 petits-enfants. Aucun d'eux ne sait que j'ai passé les 4 dernières décennies à garder un secret que je n'ai jamais pu déchiffrer moi-même. Papy, j'ai trouvé quelque chose de bizarre là-dedans. J'ai 83 ans et 6 petits-enfants. Aucun d'eux ne sait que j'ai passé les 4 dernières décennies à garder un secret que je n'ai jamais pu déchiffrer moi-même. Ce samedi après-midi était bien trop silencieux lorsque mon plus jeune petit-fils, Lucas, est entré dans le salon avec cet exemplaire usé d'Alice au pays des merveilles entre les mains. Le même que ma mère me lisait chaque semaine quand le monde avait encore un sens. Papy, j'ai trouvé quelque chose de bizarre là-dedans. Mon cœur a raté un battement, avant même que je ne voie le papier jauni entre ses petits doigts. J'ai immédiatement reconnu l'écriture tremblante. Son écriture à elle. Quand tu seras assez grand pour trouver ceci, je saurai que tu es prêt. Mes véritables souhaits n'ont jamais été dans le testament, mon chéri. Cherche là où les histoires commencent et où la vérité se termine. Dans le lieu spécial, tu as toujours su lequel. Date, 14 mars 1983. 3 mois avant le décès de maman. Il y a 43 ans. Mes mains se sont mises à trembler, pas seulement à cause de l'âge, mais à cause d'un souvenir soudain et violent. J'avais 40 ans quand j'ai trouvé ce billet pour la première fois, perdu entre les pages alors que je rangeais ses affaires. Je l'ai lu, relu, essayé de comprendre. Je me suis convaincu que la maladie avait troublé maman dans ces derniers jours, que c'était le délire d'un esprit fatigué. Mais j'ai remis le billet dans le livre, et je l'ai laissé fermé dans la bibliothèque pendant des décennies, jusqu'à maintenant. Si cette histoire vous touche déjà, n'oubliez pas de vous abonner à Les Conseils de Papy et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos récits. Votre like nous aide énormément. Lucas me regardait avec ses yeux curieux, attendant une explication. Et j'ai réalisé, avec un frisson qui traversait le temps, qu'il n'était peut-être jamais trop tard pour découvrir la vérité. J'ai passé toute la nuit assis dans le fauteuil du salon, le billet posé sur mes genoux comme une braise froide. Lucas dormait depuis des heures, mais je n'arrivais pas à fermer les yeux. Chaque fois que j'essayais, je voyais le visage de maman dans ces derniers mois, le regard distant, les mains qui tremblaient en tenant sa tasse de thé, la voix qui hésitait avant de terminer ses phrases. Cherche là où les histoires commencent et où la vérité se termine. J'ai commencé à tout reconstruire dans ma tête, comme quelqu'un qui tire un fil de laine et voit toute la pièce se défaire. La santé de maman s'était détériorée rapidement à l'automne 1983. Diabète, disaient des médecins. Complications cardiaques. Elle qui avait toujours été forte comme un chêne, semblait soudain faite de papier crépon. Mais son esprit était lucide. J'en suis certain maintenant. Je me souviens de la lecture du testament, 3 jours après les funérailles. Tout était si banal, si prévisible. La maison de Neuilly m'est revenue. À moi le fils unique, quelques bijoux pour mes futures filles, des investissements partagés entre des parents éloignés. Le notaire a tout lu d'une voix monotone. Personne ne semblait surpris ou déçu. Mais maintenant, des décennies plus tard, je peux voir ce que je n'ai pas vu alors. Ma tante Marlène, la sœur cadette de maman, était sortie de la pièce avant la fin de la lecture. Elle disait qu'elle se sentait mal, que l'émotion était trop forte. À l'époque, cela me semblait naturel. Aujourd'hui, je me souviens du regard qu'elle a échangé avec mon oncle Pierre. Rapide, tendu, chargé de quelque chose que je n'ai pas pu nommer. Et il y a eu cette conversation chuchotée que j'ai surprise par hasard 2 semaines après l'enterrement. J'étais retourné à la maison de maman à Neuilly pour récupérer des documents quand j'ai entendu des voix dans la cuisine, tante Marlène et oncle Pierre. Elle ne peut pas avoir été aussi folle, disait Marlène, la voix tendue. 40 ans à garder ça et simplement rien? Laisse tomber, répondit Pierre. Ce qu'elle a fait ou pas n'a plus d'importance maintenant. À l'époque, j'ai pensé qu'il parlait d'argent, d'un héritage non déclaré, d'un compte bancaire oublié. Paranoïa du deuil, me suis-je dit. L'imagination de quelqu'un qui cherche des problèmes là où il n'y en a pas.
Mais ce n'était pas de l'imagination. Laissez un commentaire et dites-nous d'où vous nous regardez. Votre engagement fait vivre notre chaîne. Je me suis levé du fauteuil avec difficulté, le dos protestant contre mes 83 ans, et j'ai allumé la lumière du bureau. J'ai ouvert le tiroir où je gardais les vieux papiers, actes de naissance, photographies, lettres. Et là, soigneusement plié dans une enveloppe Kraft, un autre billet. Celui-là, je l'avais trouvé il y a des années, quand ma fille Marie avait 7 ans. Un dessin d'enfant, des fleurs colorées, une maison tordue, un énorme soleil. Au verso, avec la même calligraphie tremblante du billet d'aujourd'hui, les enfants voient ce que les adultes choisissent d'ignorer. J'avais écarté cela comme un gribouillage sans sens, un moment de confusion sénile. Maman était déjà malade quand elle l'avait écrit. Cela ne pouvait pas avoir de sens, mais ça en avait. Mon Dieu, ça en avait. Elle n'était pas confuse. Elle était prudente, méthodique, désespérée. Maman savait qu'elle ne pouvait pas simplement me le dire. Quelqu'un observait, écoutait. Alors elle a laissé des miettes de pain, des billets cachés dans des livres, des messages codés dans des dessins d'enfants, des mots qui n'auraient de sens que des décennies plus tard, quand les bonnes personnes ne seraient plus là pour empêcher. Je suis retourné dans le salon et j'ai pris l'exemplaire d'Alice au Pays des Merveilles. Cette fois, je n'ai pas seulement lu le billet. J'ai feuilleté chaque page avec attention, cherchant n'importe quelle marque, n'importe quel soulignement, n'importe quel signe. Et puis j'ai trouvé. Page 42. Une seule phrase entourée au crayon, si légère qu'on la voyait à peine, de plus en plus curieux, et en dessous, en lettres minuscules, presque invisibles, cave, 3e brique. Mon sang s'est glacé. La cave de la maison de maman à Neuilly. Je l'avais vendue avec la propriété, juste après sa mort. La famille qui l'a achetée a dû tout rénover, moderniser, effacer toute trace. Mais attendez, 3e brique. De où? De quel mur? J'ai fermé les yeux et je me suis forcé à me souvenir. La cave, sombre, humide, pleine de vieilles boîtes et de meubles cassés. Maman y descendait rarement, mais il y avait un endroit qu'elle aimait, un coin spécifique où se trouvait l'ancienne cheminée en briques rouges, désactivée depuis des décennies, mais qu'elle insistait pour préserver. « C'est là que commencent les histoires », disait-elle quand j'étais enfant. « Chaque maison a besoin d'un cœur, et le cœur de cette maison est là-bas en bas. » À l'époque, je pensais que c'était de la poésie, du sentimentalisme de mère. Maintenant, je sais que c'était une instruction. J'ai regardé l'horloge. 4h30 du matin. Lucas se réveillerait dans quelques heures pour le petit déjeuner. Et moi, j'avais besoin de réponses. J'ai pris le téléphone et composé un numéro que je n'avais pas appelé depuis des années. 3 sonneries, 4, 5. Allô? La voix endormie de ma cousine Julie. Julie, c'est moi, Auguste. J'ai besoin que tu me rendes un service urgent. J'ai pris une profonde respiration. Tu as toujours la clé de la maison de tante Marlène. Parce que si maman avait caché quelque chose dans cette cave, et si tante Marlène le savait, alors peut-être que la vérité n'a jamais été enterrée avec maman. Peut-être qu'elle attendait simplement que quelqu'un soit assez courageux ou assez vieux pour la déterrer. Julie m'a retrouvé à la porte de l'ancienne maison de maman à 7h du matin. La propriété avait changé de main 2 fois depuis 1983, mais la structure extérieure restait la même teinte de bleu délavé, les mêmes hautes fenêtres, le même portail en fer qui grinçait. « Tu es sûr de ça, tonton ?» Julie tenait la clé de la maison de tante Marlène, mais ses yeux étaient fixés sur la maison devant nous. Entrer par effraction dans la propriété de quelqu'un à 83 ans n'est pas exactement. Nous n'allons rien cambrioler. Je lui ai montré le billet, la page marquée dans le livre. Nous allons simplement récupérer ce qui était déjà à nous. Elle a soupiré, mais il y avait de la curiosité sur son visage. Julie avait toujours été la plus questionneuse de la famille, la seule qui, lors des réunions, posait des questions gênantes sur le passé. Nous avons sonné à la porte. Personne n'a répondu. Nous avons essayé à nouveau. Silence.
Les propriétaires sont partis sur la côte d'Azur, dit une voix derrière nous. C'était Madame Dubois, la voisine octogénaire qui vivait là depuis avant ma naissance. Ils ne reviennent que la semaine prochaine. J'ai brièvement expliqué notre situation, en omettant les détails les plus troublants. Madame Dubois me connaissait depuis que j'étais enfant. Elle me faisait confiance. La cave, elle s'est gratté la tête. Ils ont tout rénové là-bas il y a environ 5 ans. Ils ont fait une salle de jeu pour les petits-enfants. Mais l'ancienne cheminée, je crois qu'ils l'ont gardée. Ils disaient qu'elle avait une valeur historique ou quelque chose comme ça. Mon cœur s'est accéléré. Vous avez un contact des propriétaires ? 20 minutes et un appel téléphonique plus tard, nous avions la permission de descendre à la cave. Le propriétaire a trouvé l'histoire charmante et a dit qu'il adorerait savoir s'il y avait un trésor caché, s'il savait. N'oubliez pas de liker cette vidéo si l'histoire vous captive. Cela aide vraiment les conseils de papy à grandir. La cave était complètement transformée. Sol stratifié clair, mur peint en blanc, une table de billard au centre. Mais dans le coin gauche, intacte et préservée comme une relique, se trouvait la cheminée en briques rouges. Je me suis agenouillé devant elle avec difficulté, Julie tenant mon bras pour m'équilibrer. « 3e brique », j'ai murmuré. « 3e à partir d'où ?» a demandé Julie. J'ai passé ma main sur la surface rugueuse. Puis je me suis souvenu. Maman disait toujours que chaque histoire a un début. Et le début d'une cheminée est la base. J'ai pointé vers la rangée inférieure de briques en commençant par la gauche. 1, 2, 3. La 3e brique semblait identique aux autres. Mais quand j'ai appuyé, elle a légèrement cédé. Julie m'a aidé à la tirer. Et après quelques minutes d'effort, la brique est sortie. Derrière elle, enveloppée dans du plastique épais et du tissu ciré, une enveloppe en cuir marron, étonnamment bien conservée. Mes mains ont tremblé en l'ouvrant. À l'intérieur se trouvaient 3 éléments, une lettre scellée, une petite clé de coffre et une carte de visite jaunie. Me Henri Dumont, avocat, 47 rue des Acacias. Ce nom... Julie a froncé les sourcils. Ce n'est pas lui qui a lu le testament de grand-mère ? Non, ma voix est sortie plus froide que je ne l'avais voulu. C'était maître Bernard Leroy qui l'a lu, associé du cabinet de l'oncle Pierre. Nous nous sommes regardés. La même compréhension terrible se formait en nous deux. J'ai ouvert la lettre avec précaution. L'écriture était la même que celle des billets, mais plus ferme, plus contrôlée, écrite avec du temps et un but précis. Mon cher fils, si tu lis ceci, cela signifie que tu as finalement trouvé le courage ou la raison de chercher. Pardonne-moi de ne pas avoir pu dire ces choses de mon vivant. Il y avait trop d'yeux et d'oreilles, et j'étais vieille, mais pas assez folle pour ne pas m'en rendre compte. Le testament qui sera lu après ma mort n'est pas mon véritable testament. C'est une falsification soigneuse, préparée pour satisfaire ceux qui espéraient s'enrichir de mon départ. Mon véritable testament est dans le coffre de maître Henri Dumont, un homme que je connais depuis l'enfance et en qui j'ai pleinement confiance. La clé qui accompagne cette lettre ouvrira le coffre 247 à la Banque de France, agence centrale. Là, tu trouveras des documents qui expliqueront tout. Mais avant de continuer, tu dois connaître la vérité. Ta tante Marlène et ton oncle Pierre ont planifié cela pendant des années. Je l'ai découvert par hasard, en entendant une conversation que je n'aurais pas dû entendre. Ils parlaient d'accélérer les choses, de s'assurer que tout reste dans la bonne famille. Je ne pouvais pas les confronter directement. Ma santé était déjà fragile, et je craignais qu'ils ne prennent des mesures plus drastiques. Alors j'ai fait semblant d'ignorer. Je les ai laissés croire que j'étais juste une vieille confuse et malade. Et j'ai planifié ceci. Pardonne-moi de mettre ce poids sur tes épaules, mais tu es mon fils, et je sais que tu as la force que ton père avait, une force de caractère, pas de poing. La force de faire ce qui est juste, même quand ça fait mal. Les reliques familiales que j'ai mises de côté pour toi et tes futures générations, les dons que j'avais prévus pour l'orphelinat Sainte-Claire où j'ai grandi, les livres rares que je voulais laisser à la bibliothèque municipale. Tout cela sera détourné si tu permets que le faux testament prévale. Mais surtout, mon fils, il ne s'agit pas d'argent.
Il s'agit de dignité. Il s'agit de ne pas permettre que ma mémoire soit ternie par la cupidité des autres. Il s'agit de leur enseigner qu'il y a des conséquences quand on manque de respect à quelqu'un qui a aimé inconditionnellement. Utilise la clé. Cherche Maître Dumont. Et quand tu découvriras tout, choisis sagement ce que tu feras de la vérité. Avec un amour éternel, maman. Le silence dans la cave était absolu. Julie avait les larmes aux yeux. Mon Dieu, elle a chuchoté. Tante Marlène, pendant toutes ces années, je ne pouvais pas parler. 43 ans. 43 ans à vivre un mensonge. 43 ans à croire que ma mère avait partagé ses biens de manière simple et sans complications. 43 ans à rendre visite à ma tante pendant les vacances, à partager des repas, à présenter mes enfants et petits-enfants. Et pendant tout ce temps, elle savait. J'ai regardé la carte de visite jaunie. 47 rue des Acacias. L'adresse me semblait familière d'une manière lointaine. Maître Dumont, j'ai murmuré. Est-il encore en vie? Julie tapait déjà sur son téléphone. Cabinet Dumont en Fils, droit de la famille. Elle a lu. 47 rue des Acacias. Ça existe toujours, tonton. Sur rendez-vous. Je me suis levé avec effort, rangeant soigneusement la lettre, la clé et la carte dans la poche intérieure de mon manteau. Appelle-les, dis que c'est urgent. J'ai regardé la cheminée, la brique qui avait caché le secret pendant tant de décennies. Et après nous devons aller à la banque. Julie a hoché la tête, mais avant de composer le numéro, elle a saisi mon bras. Tonton, et si nous découvrons des choses pires? Et s'il y a plus de gens impliqués en plus de tante Marlène et oncle Pierre? J'ai pensé à Lucas, dormant paisiblement dans ma maison. J'ai pensé à mes autres petits-enfants, à mes enfants, à toute la famille que j'avais construite sur la base d'un mensonge dont je ne connaissais même pas l'existence. Alors, nous découvrirons. Ma voix est sortie plus ferme que je ne me sentais. Et nous y ferons face. Parce que c'est ce que font les gens dignes, Julie. Peu importe combien ça fait mal, peu importe combien de temps s'est écoulé, certaines vérités doivent être révélées, pas pour l'argent, pour la mémoire de celles qui méritaient mieux. Nous avons monté les escaliers de la cave en silence, chacun portant le poids de cette révélation. Mais en marchant, une partie de moi, petite mais grandissante, ressentait quelque chose que je ne m'attendais pas à ressentir. De la gratitude. Maman ne m'avait pas abandonné avec des doutes. Elle m'avait laissé un chemin, difficile, douloureux mais clair, et maintenant, à 83 ans, j'avais enfin la chance de l'honorer comme elle le méritait, même si cela signifiait détruire la famille que je pensais connaître. Abonnez-vous à Les Conseils de Papy pour ne manquer aucune de nos histoires inspirantes. Votre soutien compte énormément. 6 mois plus tard, un dimanche après-midi ensoleillé, Lucas est entré en courant dans le salon tenant un autre vieux livre, Le Petit Prince, édition de 1952, avec la couverture usée par le temps. « Papy, j'ai trouvé autre chose. » Ses yeux brillaient de cette curiosité insatiable d'enfant. Mon cœur s'est accéléré. Maman avait-elle laissé d'autres messages cachés? J'ai ouvert le livre avec précaution. Sur la page de titre, l'écriture familière. Pour mon fils Auguste, pour son 10e anniversaire. Que tu ne perdes jamais le courage de voir l'invisible aux yeux, que seul le cœur peut voir. Avec un amour infini, maman. 1953. Il n'y avait pas de billet caché cette fois. Juste cette dédicace simple, écrite 30 ans avant sa mort, avant toute trahison, avant tout secret. Mais maintenant, enfin, je pouvais lire ces mots et comprendre. Qu'est-ce qui est écrit, papy? Lucas s'est assis à côté de moi, posant sa tête sur mon épaule. Un message, j'ai répondu, passant mon bras autour de lui. De quelqu'un de très sage, écrit il y a longtemps. Pour quelqu'un qui n'a été assez sage que maintenant pour le comprendre. Lucas est resté silencieux un moment, observant la page jaunie. « C'est à cause de ce billet que j'ai trouvé, n'est-ce pas ?» dit-il, soudain trop sérieux pour ses 8 ans. « Celui qui a tout commencé. C'est ça.
J'ai confirmé. Tu savais qu'il était important? Il a secoué la tête. Je savais juste qu'il semblait triste, et qu'arrière-grand-mère devait l'avoir écrit pour une bonne raison. Il m'a regardé avec ses yeux sombres et honnêtes. Les bonnes personnes ont toujours de bonnes raisons, même quand on ne comprend pas tout de suite. J'ai serré mon petit-fils dans mes bras, sentant le poids de ses mots. Commentez ci-dessous et partagez ce que cette histoire vous inspire. Dites-nous d'où vous nous regardez. Ce soir-là, toute la famille s'est réunie pour le dîner. Une famille plus petite maintenant, reconfigurée par la vérité. Marlène n'est pas venue. Ses enfants sont venus, mais gênés, toujours en train de digérer la révélation. Robert, l'aîné des cousins, a demandé la parole à la fin du repas. « Tonton Auguste, j'ai beaucoup réfléchi ces derniers mois. » Il a pris une profonde respiration. Ma mère a fait des choix terribles, des choix qui la font encore honte aujourd'hui. Mais vous aussi, vous avez fait des choix. Et les vôtres nous ont appris quelque chose qu'aucun héritage ne pourrait enseigner. Christine a hoché la tête, les yeux embués. Grand-mère Hélène savait ce qu'elle faisait en laissant tout à votre décision. Elle savait que vous feriez ce qui était juste, même si ça faisait mal. Surtout parce que ça faisait mal, Paul s'est éclairci la gorge. Et nous voulons être dignes de cet exemple. Alors nous avons décidé, tous les trois, nous allons rembourser personnellement les institutions pour les livres que maman a vendus. Non pas parce que nous sommes légalement obligés, mais parce que c'est la bonne chose à faire. Je suis resté silencieux, trop ému pour répondre immédiatement. Vos grands-parents seraient fiers. J'ai finalement réussi à dire. Parce que vous avez compris quelque chose de fondamental. Nous n'héritons pas seulement des biens ou des noms de famille. Nous héritons des choix. Et chaque génération décide si elle va perpétuer les erreurs ou les corriger. Marie, ma fille, tenait le bijou de famille qu'elle portait maintenant autour du cou, un camée ancien qui avait appartenu à grand-mère. Tu sais ce qui m'impressionne le plus, papa? Ce n'est pas que tu aies découvert la vérité. C'est que tu as choisi de croire qu'elle valait la peine d'être cherchée, même après 43 ans, même quand il aurait été plus facile de laisser les choses telles qu'elles étaient. J'ai failli ne pas chercher. J'ai admis. Pendant des décennies, ce premier billet est resté rangé. J'aurais pu enquêter quand j'étais encore jeune, encore avec de l'énergie et du temps. Mais il a fallu que j'arrive à 83 ans, il a fallu que je voie Lucas trouver ce billet avec des yeux innocents pour comprendre que la vérité ne vieillit pas. Elle attend simplement. Julie a levé son verre. Alors je porte un toast à tante Hélène. Qui nous a appris que l'amour véritable ne se tait pas face à l'injustice, mais ne se transforme pas non plus en vengeance. Que vérité et compassion peuvent marcher ensemble. Et que parfois, le plus grand acte d'amour est de faire confiance à ceux que nous aimons pour qu'ils fassent le bon choix, même quand nous ne sommes plus là pour le voir. Nous avons tous levé nos verres. Dans le silence qui a suivi, j'ai regardé autour de la table. Une famille plus petite, oui, mais plus honnête, plus consciente, plus digne. Plus tard, quand tout le monde était parti, j'ai trouvé Lucas dans le bureau, feuilletant l'exemplaire d'Alice au Pays des Merveilles, celui qui avait tout déclenché. « Je peux garder celui-ci, papy ?» a-t-il demandé. « Je promets d'en prendre soin. »« Tu peux, » j'ai répondu, m'agenouillant à côté de lui avec difficulté. « Mais tu dois me promettre quelque chose. »« Quoi ? Quand tu grandiras, quand tu auras ta propre famille, raconte-leur cette histoire. Pas la partie sur l'argent ou les testaments, mais la partie sur comment un enfant de 8 ans, simplement en étant curieux et honnête, a aidé à restaurer quelque chose qui était brisé depuis des décennies. Lucas a hoché la tête solennellement. Et raconté à propos d'arrière-grand-mère Hélène. Surtout à propos d'elle. Raconte comment elle a tant aimé qu'elle a préféré faire confiance plutôt que contrôler. Comment elle a planté des graines de vérité, sachant qu'elle ne vivrait peut-être pas pour voir la récolte. Comment elle a cru qu'en fin de compte, le bien qu'elle a fait et l'amour qu'elle a donné pèseraient plus que toute trahison.
Elle avait raison, a demandé Lucas. Ça a pesé plus lourd. J'ai regardé le billet encadré maintenant au mur. Ce premier billet que Lucas avait trouvé, préservé comme souvenir. Cherche là où les histoires commencent et où la vérité se termine. Oui, j'ai répondu en souriant. Elle avait raison, parce que la vérité n'a pas besoin de crier pour gagner, Lucas. Elle doit juste être la vérité. Et les bonnes personnes, les personnes avec dignité et courage, finissent toujours par la trouver. Même si ça prend beaucoup de temps, surtout si ça prend beaucoup de temps, parce que cela prouve que la vérité vaut l'attente, qu'elle ne vieillit pas, ne pourrit pas, ne disparaît pas. Elle attend simplement, patiemment, jusqu'à ce que quelqu'un avec assez de courage vienne la chercher. Lucas a serré le livre contre sa poitrine. Alors arrière-grand-mère Hélène était comme une héroïne, mais une héroïne silencieuse, la meilleure sorte d'héroïne, j'ai confirmé. Le genre qui n'a pas besoin de reconnaissance ou d'applaudissements. Le genre qui fait ce qui est juste simplement parce que c'est juste. Le genre qui fait confiance à ses proches pour continuer son héritage, même quand elle n'est plus là pour s'assurer que cela arrive. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à Les Conseils de Papy, de liker et de partager avec ceux qui apprécient les belles leçons de vie. Ce soir-là, seul dans ma chambre, j'ai relu toutes les lettres de maman une dernière fois. Chaque mot, chaque date, chaque décision douloureuse de cacher au lieu de confronter, de faire confiance au lieu de contrôler. J'ai compris, enfin, et complètement, le cadeau qu'elle m'avait fait. Ce n'était pas la justice, bien que la justice ait été faite. Ce n'était pas l'argent, bien que des ressources aient été récupérées. Ce n'était même pas la vérité, bien que la vérité ait émergé. Le véritable cadeau était le choix. Maman aurait pu tout exposer de son vivant, aurait pu créer un scandale, poursuivre en justice, détruire des réputations. Elle avait les preuves, elle en avait le droit. Mais au lieu de cela, elle a choisi de me donner la dignité de décider, la responsabilité de peser la justice contre la compassion, la vérité contre l'harmonie familiale, le pouvoir de choisir quel genre d'homme je serais à 83 ans, amer et vindicatif, ou ferme et compatissant. Elle a misé sur moi, même sans savoir si je trouverais ses indices, même sans garantie que je ferais les bons choix. Elle a simplement fait confiance, et cette confiance, j'ai réalisé, était le plus grand acte d'amour que quelqu'un pouvait offrir. 3 ans se sont écoulés depuis ce jour où Lucas a trouvé le premier billet. J'ai 86 ans maintenant. Et mon corps proteste de plus en plus fort contre les exigences de l'âge. Mais ma conscience est en paix. L'orphelinat Sainte-Claire a construit une nouvelle aile avec le don, où des enfants abandonnés trouvent refuge et espoir, exactement comme maman l'a trouvé il y a tant de décennies. La salle Hélène-Marie à la bibliothèque municipale accueille des centaines de visiteurs par mois, préservant son amour des livres et de la connaissance pour les générations futures. Mes filles portent les bijoux de famille non seulement comme ornement, mais comme rappel tangible qu'elles viennent d'une lignée de femmes fortes et intègres. Et Lucas a maintenant 11 ans et a développé une passion pour les histoires de mystère et de justice. Il dit que quand il sera grand, il veut être avocat, mais du genre qui aide les gens à trouver la vérité, comme Maître Dumont. Quant à Marlène, elle vit maintenant dans une maison modeste, soignée par ses enfants. Nous ne nous sommes jamais réconciliés formellement. Il n'y a pas eu de grandes scènes de pardon ou d'étreintes larmoyantes. Mais au dernier Noël, elle a envoyé une lettre. Simple, brève. Auguste, je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais je veux que tu saches. Ta mère était une meilleure personne que je ne le serai jamais. Et tu as hérité ça d'elle. Merci de m'avoir appris, même à 81 ans, qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre la dignité. Marlène, je n'ai pas répondu, mais j'ai gardé la lettre, parce que parfois, la reconnaissance de l'erreur suffit. Parfois, la vérité victorieuse n'a besoin de rien d'autre que d'exister. La dernière fois que j'ai visité la tombe de maman au cimetière du Père-Lachaise, j'ai emmené Lucas avec moi. Nous avons mis des fleurs fraîches, toujours des lys blancs.
ses préférés. « Papy, a dit Lucas, observant la simple pierre tombale, tu crois qu'arrière-grand-mère sait que nous avons tout découvert et fait ce qu'elle voulait? J'ai regardé le ciel bleu, sentant le soleil chaud sur mon visage. Je pense qu'elle a toujours su que nous découvririons, j'ai répondu, parce qu'elle n'a pas planté ces indices pour elle-même. Elle les a plantés pour nous, pour t'apprendre que la curiosité et l'honnêteté comptent, pour m'apprendre que la dignité et la justice peuvent coexister, pour nous apprendre à tous que la vérité, peu importe le temps qu'elle prend, trouve toujours son chemin vers la lumière. » Lucas est resté pensif un moment. Alors ce qu'elle nous a vraiment laissé, ce n'était pas de l'argent ou des bijoux, c'était une leçon, la plus grande de toutes les leçons, j'ai confirmé. Que la valeur d'une personne ne réside pas dans ce qu'elle possède, mais dans qui elle choisit d'être, surtout quand personne ne regarde, surtout quand il serait plus facile de mentir ou d'abandonner ou de faire semblant de ne pas voir. Je me suis agenouillé avec difficulté à côté de la pierre tombale, passant ma main sur la pierre froide. « Merci, maman, » j'ai chuchoté, « de m'avoir fait confiance, de m'avoir appris que l'amour véritable signifie parfois laisser les gens trouver leur propre chemin, de m'avoir montré que l'héroïsme n'a pas besoin d'être bruyant pour être réel. » Lucas a tenu ma main. « Et merci de m'avoir laissé faire partie de l'histoire, arrière-grand-mère, » a-t-il ajouté, sa voix d'enfant résonnant dans le cimetière silencieux. « Je promets d'être une bonne personne, du genre qui cherche la vérité, même quand elle est cachée, du genre qui fait ce qui est juste, même quand c'est difficile. » Nous sommes retournés vers la voiture dans un silence confortable. Mais avant d'entrer, Lucas s'est arrêté et m'a regardé. « Papy, quand je grandirai et que tu sais, ne seras plus là, je raconterai cette histoire à mes enfants, et ils la raconteront à leurs enfants, pour toujours. » J'ai souri, sentant des larmes dans mes yeux. « Alors maman a vraiment gagné ?» J'ai répondu. « Parce que son héritage ne mourra pas avec moi, ou avec toi. Il continuera, génération après génération. Pas comme une histoire sur l'argent volé ou les faux testaments, mais comme une histoire sur la dignité, la vérité et le pouvoir durable de faire ce qui est juste, même quand ça fait mal. Aujourd'hui, à 86 ans, je regarde en arrière et je vois le voyage complet. Je vois un garçon de 8 ans, curieux, innocent, honnête, qui a trouvé un billet et tout changé. Je vois un homme de 83 ans, fatigué, dubitatif, mais encore capable de courage, qui a choisi de chercher la vérité au lieu de vivre dans le mensonge confortable. Je vois une femme extraordinaire, ma mère, qui a tant aimé qu'elle a préféré faire confiance plutôt que contrôler, qui a planté des graines, sachant qu'elle ne verrait peut-être jamais la récolte. Et je vois ce que tout cela signifie, que la vérité n'a pas besoin de vengeance pour triompher, juste du temps et des gens prêts à la chercher. Que l'amour inconditionnel ne signifie pas accepter le manque de respect inconditionnel. Que la dignité n'est pas quelque chose que nous héritons, mais quelque chose que nous choisissons chaque jour à travers nos actions. Que les derniers souhaits de ceux que nous aimons sont sacrés, non par la loi, mais par respect pour la vie qu'ils ont vécue et l'amour qu'ils ont partagé. Et que parfois, les plus grands héros sont ceux qui travaillent en silence, qui font confiance au lieu de contrôler, qui plantent des vérités sachant qu'ils ne verront peut-être jamais la récolte, mais croyant, avec une foi inébranlable, que quelqu'un, quelque part, à un moment donné, aura le courage de les récolter. Maman m'a donné beaucoup de choses au cours de sa vie. Amour, éducation, valeurs, souvenirs. Mais le plus grand cadeau est venu après sa mort. Elle m'a donné la chance de prouver, à moi-même, à ma famille, au monde, que j'étais digne d'être son fils. Et j'espère, du fond de mon cœur vieilli, que j'y suis parvenu. Que lorsque nous nous retrouverons à nouveau, où que ce soit, je pourrai la regarder dans les yeux et dire « J'ai trouvé tes indices, maman, j'ai suivi ton chemin, j'ai fait mes choix, et j'ai essayé, chaque jour, d'être l'homme que tu croyais que je pouvais être. » Et elle, avec ce sourire doux que je garde en mémoire depuis des décennies, répondra simplement « J'ai toujours su que tu y arriverais,
Mon fils, je l'ai toujours su. L'essentiel est invisible pour les yeux. On ne voit bien qu'avec le cœur. Antoine de Saint-Exupéry. À la fin, ce ne sont pas les années dans votre vie qui comptent. C'est la vie dans vos années. Abraham Lincoln. La vérité est comme une plante. Elle peut être enterrée profondément, elle peut mettre du temps à germer, mais elle trouve toujours son chemin vers la lumière. Anonyme. Merci d'avoir regardé cette histoire sur les conseils de Papy. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter d'où vous nous regardez. Votre soutien nous permet de continuer à partager ces histoires qui touchent le cœur. À très bientôt pour une nouvelle histoire inspirante.